Je pense qu'il faut vraiment analyser cet accord dans un contexte qui est surdéterminé. On a fait le choix d'une politique de restriction budgétaire. Ça va avoir un impact sur l'activité. Ça conduit à une hausse du chômage. Et dans ce contexte-là, ces accords-là consistent à importer une solution qui a particulièrement bien fonctionné en Allemagne, qui consiste à dire, quand on est face à des risques de fermeture d'entreprise, quand on est face à des risques de plans sociaux massifs, il vaut mieux préserver le contrat de travail, même si ça doit coûter en masse salariale, en réduction de salaire, en réduction du temps de travail. Donc ça aura un impact sur le revenu des salariés, ça va réduire leurs revenus, ça réduira leur consommation, donc ça participe au mouvement de restriction budgétaire et de récession, mais d'un autre côté ça préserve le contrat de travail, ça préserve la structure de l'entreprise, et on peut espérer que le jour où il y aura un rebond, en ayant préservé cette entreprise et ce contrat de travail, on aura les éléments pour une reprise de l'activité, pour ne pas perdre des parts de marché, comme ça a été le cas en 2011 face à l'Allemagne dans des circonstances proches. Voilà, c'est un moyen d'accommoder une politique de restriction budgétaire et d'essayer d'en limiter les effets en termes de chômage, en les traduisant par, plutôt que du chômage, des baisses de salaire. Je pense que c'est un mauvais accord. D'abord, il est signé par des partenaires sociaux qui ne sont pas majoritaires. Et les autres ont eu raison de rester à la négociation pour s'opposer à ce qu'il y avait de plus négatif. Et donc, on ne va pas dire qu'ils sont restés parce que c'était positif, bien au contraire. C'est mauvais parce que ça va jouer contre la demande, la consommation, par les baisses des salaires, etc. C'est mauvais aussi parce que, en réalité, malgré son titre de sécurisation, il facilite encore plus les licenciements, voire il facilite les contrats de très court terme, de moins d'un mois, même si on taxe d'autres contrats. Il facilite les licenciements, et même on a une interview de Michel Sapin qui dit quand les licenciements sont inéluctables, il faut laisser faire, sans qu'il y ait jugement et possibilité d'appropriation par les acteurs sociaux sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est l'emploi, est-ce que c'est d'autres choses. Et donc du côté de la demande, les salaires, la consommation, les licenciements, et du côté de l'offre, effectivement, on fragilise les capacités de production avec les licenciements, on fragilise les capacités des salariés en détruisant et en disant que ce qui compte, c'est diminuer les salaires. Et en même temps, il exprime une contradiction. Parce qu'effectivement, il essaye d'aller vers une forme de sécurisation, mais sous une dominance qui est la mauvaise dominance. Puisqu'on dit, il faut dans certains cas quand même garder les salariés, donc on prend acte du besoin des capacités. Mais comme on ne veut pas toucher à la finance, aux autres coûts, au coût du capital, aux dividendes, aux charges financières, effectivement, on le fait à l'envers. Et ça ne va pas marcher comme une sortie de crise. Et on insiste sur le coût salarial, alors que c'est les autres coûts qu'il faut baisser. Un chiffre quand même, 2 chiffres de l'INSEE. Les entreprises payent un certain nombre de choses. Elles payent des dividendes, des charges sociales, des achats, des salaires. Les dividendes et les charges d'intérêt représentent plus de 300 milliards d'euros. Alors que les cotisations sociales employeurs effectives en font la moitié seulement, 140 milliards. Qu'est-ce qu'il faut baisser ? Donc il y a vraiment un problème d'autres coûts à baisser. Et puis il faut inverser, il faudrait au contraire une impulsion très positive qui mobilise les partenaires sociaux, oui, sur la sécurisation, sur la saisie des moyens financiers avec une vraie banque publique d'investissement qui a une vision expansive, avec à chaque fois une sélectivité pour l'emploi et pour les services publics qui sont les ressorts de la nouvelle croissance, et de façon coordonnée en Europe qu'on peut construire avec aussi des partenaires publics dans toute l'Europe. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que cet accord, ça s'inscrit dans une vision et une politique globale. Enfin, je vais en dire vraiment 2 mots, mais très rapidement, je reviens sur l'accord. La politique, il y a une première étape au mois de juillet, c'était quand même corriger tout ce qui était délirant, notamment la TVA Sarkozy, qui aurait coûté entre 400 et 500 euros par ménage et par an, c'est-à-dire la moitié d'un SMIC. L'étape de novembre, c'est de dire le gouvernement de Sarkozy avait baissé les impôts des plus riches. Nous, on a créé une tranche d'impôt sur le revenu. Les plus grandes entreprises seront plus mises à contribution alors qu'elles payent 8% aujourd'hui d'impôt sur les sociétés. Ça, c'est des choses extrêmement importantes. Et enfin, le fait que les dividendes et les intérêts sont taxés au même niveau qu'1 euro gagné sur le salaire. Pour les ménages, mais pas pour les ménages, ça c'est... Mais sur les entreprises, il y a un certain nombre... L'élargissement de l'assiette, c'est quand même super important. Donc ça, c'est le mois de novembre. 3e étape qui s'est produite là au mois de décembre, c'est une négociation qui aboutit,
plutôt janvier, une négociation qui a été lancée en juillet, qui, je crois, est vraiment la marque de fabrique de Jean-Marc Ayrault, qui est vraiment le dialogue social. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, qui dit, voilà, un accord a été signé, certes pas par toutes les organisations syndicales, mais c'est quand même c'est un accord historique si on regarde au regard de ce qui s'est fait ces dernières années. C'est quand même un accord historique qui a été signé, qui prévoit un nombre de droits nouveaux pour les salariés. Et alors, sur ce point qui est de dire sur les plans sociaux ou sur les périodes de chômage qui peuvent être mises en place pour les entreprises, c'est de dire qu'effectivement, avec les organisations syndicales, il y a un certain nombre de choses sur le temps de travail qui peuvent être négociées. Ça ne peut pas durer plus de 2 ans. Ça permet de protéger et de préserver l'emploi, notamment, comme ce que tu disais, sur le moment où les gens sont dans l'entreprise, au moment où il peut y avoir un rebond. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je ne fais pas de comparaison avec l'Allemagne. Ça ne m'intéresse pas forcément de faire des comparaisons avec l'Allemagne, mais de dire que voilà, on peut rester dans l'entreprise, que c'est quelque chose qui est négocié, encore une fois, ça ne se fait pas sans les syndicats, me paraît très important. Et le dernier volet, aussi de cet accord, notamment sur les droits nouveaux, c'est, on a parlé de la sécurité professionnelle dont on a beaucoup parlé dans les campagnes, mais qui n'a jamais été forcément mise en place. Le fait qu'il y ait une complémentaire, ça, c'est des choses importantes, c'est des droits nouveaux pour les salariés qui me paraissent aller dans la bonne direction.